Les abords des rues et autres artères de la ville de Cotonou sont envahis par des stands de vente de fournitures scolaires. Des cahiers, des sacs et autres accessoires sont déjà disponibles pour une bonne reprise des classes. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, l'offre est là, mais la demande se fait désirer. Il n'y a pas une affluence en tant que telle. Les clients viennent à compte-gouttes. Donc, surtout que nous sommes dans la dernière semaine de la rentrée scolaire, on ne constate pas effectivement qu'il y a la rentrée scolaire sur le terrain. Nous sommes à la veille de la rentrée, mais c'est comme si rien ne se préparait. Je ne veux pas dire qu'il y a une augmentation en tant que telle. Certes, il y a des articles qui sont en, je ne sais pas comment je vais vous dire, les prix diffèrent comparativement à l'année dernière. Mais qu'est-ce que la morosité économique fait en sorte que les parents ne sortent pas? Vous voyez, vous-même, vous allez constater qu'il n'y a pas une grande affluence. On ne sait même pas s'il y a vraiment rentré le lundi prochain. Se pose la question de savoir comment nous allons arriver à couvrir ces prêts que nous avons octroyés au niveau des microfinances et au niveau des banques pour l'investissement de cette rentrée-là. Parce que vous venez du matin jusqu'au soir, vous ne faites qu'une recette de 15 000 francs pour rentrer. Et nous sommes à 3 pas de la rentrée. Le paquet de 100 pailles, par exemple, se vend à 1200, comme l'année dernière. Vous voyez, le paquet de 200 pailles aussi à 1200. Les 300 pailles, on vend ça à 2500, 2600. Vous voyez. Ce que je peux dire que ça a augmenté un peu le prix, c'est les cahiers cartonnés. Vous voyez, les cahiers cartonnés, il y en a de différentes sortes. Il y a ce qui est fabriqué localement et ce qui est importé. Vous voyez. Et ce qui est fabriqué localement coûte cher comparativement à ce qui est fabriqué à l'extérieur. L'année passée et cette année, c'est encore plus pire. J'exhorte les parents à sortir massivement puisque c'est à cause d'eux que nous sommes là. Sans eux, nous ne sommes rien. Et nous savons qu'il y a la morosité économique dans le pays. Ce qui est sûr, les enfants doivent aller à l'école et de sortir pour acheter les fournitures. Dans le rang des parents d'élèves, l'acquisition des fournitures scolaires au profit de leurs enfants n'est pas une tâche aisée. Comme vous le voyez, on est devant les vendeuses de fournitures parce que ce matin, j'ai dû demander spécialement la permission au boulot pour aller faire ces courses-là parce que depuis 2 semaines déjà, on devrait faire ces courses pour remettre les fournitures à l'école des enfants, mais je n'arrivais pas à le faire. Les choses sont un peu chères, donc, mais on ne peut rien, on est obligé parce qu'on est déjà dedans, on est obligé d'acheter. Et on constate cette année que les fournitures sont un peu plus chères qu'avant. On interroge les vendeuses, elles disent que ce n'est pas leur faute. Forcément, les enfants doivent y aller à l'école, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de faire avec parce que l'éducation des enfants, pour moi en tout cas, c'est très important. C'est l'investissement le plus important pour un parent. Et quel que soit ce que ça va nous coûter, nous sommes prêts à faire ces sacrifices pour le bien de nos enfants. La rentrée scolaire 2024-2025 démarre le 16 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Les vendeurs de fournitures scolaires espèrent toujours la venue des clients pour épuiser le stock. I've had the great privilege to meet with President Talon. J'ai le grand privilège de rencontrer le président Talon qui travaille ardemment pour son pays en ce moment de grands défis continentaux. Il réussit à travailler à l'équilibre des besoins quant aux soins pour voir qu'il nantit aux personnes affectées, chacun à son niveau. Aussi pour sa capacité à trouver les ressources qu'il faut pour financer ces 10 soins. In all of those, I congratulated him for his achievements in managing. J'ai eu une rencontre très appréciée avec lui. Et nous avons un autre projet financé par la France qui est Éducation Plus et dont on a parlé avec succès. C'est prévu que je revienne ici dans 3 ans pour voir l'évolution des choses. Ça a été une rencontre très appréciée que j'ai eue avec le président. Benin must continue its fight. Ce qui a retenu en bref quant à l'unicité de notre échange, qu'il est important qu'on encourage le dépistage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la femme, enceinte, de l'enfant, etc. Et devrait à ce que les soins relatifs soient accordés pour que chacun soit à l'aise et pris en charge comme il le faut
et jouissent d'une santé normale. Aussi œuvrer à la scolarité à tous les niveaux pour les enfants. That the response is moving in the right direction. En mots simples, quand on dit médiateur, c'est celui-là qui est censé peut-être faire des conciliations, le facilitateur. Ça existe d'ailleurs dans nos communautés. Chez les Yoruba, on l'appelle le Madjeobadje. Donc c'est la même chose. Mais parmi nous, il y en a qui confondent, qui pensent que le médiateur est en mesure de régler même les conflits des politiciens, je vais dire. Je ne vais pas dire conflits politiques. Les conflits entre les politiciens, ce qui n'est pas le cas. Le médiateur, selon moi, est au service de la communauté pour régler le problème entre le citoyen et l'administration, pas régler, même faciliter, être le lien, le courroie de transmission entre le citoyen et l'administration, donc l'État central, et aussi entre les citoyens entre eux, entre les communautés, par exemple, des conflits domaniaux, par exemple. Ce n'est pas de son ressort, mais il peut expliquer, il peut accompagner. En fait, c'est ça le rôle du médiateur. Il est d'un grand intérêt pour tout Béninois déjà, tout intellectuel, tout citoyen, et particulièrement tout député, de connaître les institutions de la République, celles qui sont mentionnées dans notre Constitution, de connaître leur fonctionnement et surtout l'interconnexion, les relations de fonctionnement qu'il peut avoir entre ces institutions-là. Dans cette logique, je salue et je félicite les organisateurs de ce séminaire qui nous permet donc de découvrir davantage en tant que député cette institution que constitue le médiateur de la République et, comme son nom l'indique, doit être la structure qui fait régner la paix dans le pays au plan social et au plan politique, notamment dans les dialogues politiques. Je pense que c'est très important en tant qu'élu de la nation, donc représentant le peuple, de savoir déjà tout ce que nous avons comme arsenal en matière d'institutions dans le pays, et afin de pouvoir véritablement jouer pleinement notre rôle quant à l'appui éventuel à apporter, n'est-ce pas, à nos mandats lorsqu'il y a besoin de le faire. Et je crois que dans ce cadre, l'institution qui aujourd'hui est en train qui nous a conviés, n'est-ce pas, à cet atelier, fait bien, n'est-ce pas, de nous convier pour que nous puissions nous imprégner au mieux, n'est-ce pas, de ces prérogatives, de ces fonctions, et comme ça, cela nous permettra d'être à même, n'est-ce pas, de jouer pleinement notre rôle, qui est le rôle de représentant de la nation. Ma participation à cet atelier ce matin m'a permis de mieux connaître d'abord l'institution médiateur de la République, mais également a permis de connaître en dehors des missions quel est l'ancrage institutionnel, quelles sont les difficultés, quelles sont la stratégie d'intervention et tout ça. Des débats qui ont été faits aujourd'hui, il y a un peu comme une question de non-autonomisation financière qui ne permet pas au médiateur de la République de déployer tout son dispositif opérationnel dans les départements, dans les communes, et de pouvoir travailler comme cela se doit. Et donc, je pense que les questions budgétaires pour une efficacité de cette institution doivent être également revues. 48 heures après leur débâcle au Nigeria lors de leur première sortie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin devraient se relancer lors de la deuxième journée afin de ne pas voir leur chance de qualification s'amoindrir. Abidjan, la ville dans laquelle les Guépards accueillent désormais leur match à domicile, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny de la dite ville que les Béninois recevaient leurs homologues de la Libye.
cueilli à froid dès la 7e minute de jeu sur un penalty transformé par Faisal Manzour, capitaine libyen. Les Guépards du Bénin n'ont pas lâché prise. Dominateurs, ils n'ont pu égaliser le but lors de la première mi-temps. Boostés par les mots de Guerno-Ror, les joueurs en jaune de retour des vestiaires ont démontré leur ferme volonté de remporter le match. Après un beau travail sur l'aile gauche, Junior Olaïtan d'un centre millimétré va trouver son capitaine Steve Mounier qui égalise sur un but du pied droit à la 50e minute de jeu. Décidés à passer devant, les hommes de Guerno-Ror ont poussé les Libyens à la faute dans leur surface de réparation. Un penalty transformé par Junior Olaïtan à la 62e minute. It's Libya who come away with it, and it's against some great hold-up play from the Libyan veteran forward Ahmed Ekrawa. Over to Dodo Doku. Doku sending it into the box for Steve Mounier, but it's a fair bit wayward, and Mourad El in the middle of the box between the two sets of players. Into the middle. This time it's well dealt with by Ben Ali. La Libye n'a pu revenir au score. Victoire 2-1 pour le Bénin qui occupe désormais la 2e place du groupe avec 3 points. Les Guépards sont derrière le Nigeria 4 points. Le Rwanda est à 2 points derrière le Bénin alors que la Libye ferme la marche avec 1 point au compteur. Une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts au nord du Nigeria. Une grue et une camionnette ont aussi été impliquées et une 50aine de vaches brûlées vives. Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agué, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique. Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident. Le porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger a indiqué que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu d'accident. En Afrique du Sud, une affaire choquante attire l'attention de tout le pays. 3 hommes accusés de meurtres brutaux sont jugés depuis mardi dans la province du Limpopo. Zacharia Johannes Olivier, propriétaire de ferme, Andrian Rudolph Divet, son superviseur, et William Moussora, employé zimbabwéen, sont accusés d'avoir tué 2 femmes et nourri leur corps à des porcs. Leur procès fait vibrer la nation où la violence dans les fermes est une préoccupation croissante. Zacharia Johannes Olivier, Andrian Rudolph Divet et William Moussora doivent être inculpés au moins des délits suivants. 2 chefs d'accusation de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997 et tentative de meurtre au sens de l'article 51, paragraphe 1 de la loi 105 de 1997. Loka Djandlovu et Maria Magato auraient été tuées après s'être introduites sur la ferme pour ramasser des produits laitiers potentiellement périmés. La communauté réclame justice. C'est brutal, c'est mal, cela n'aurait pas dû se produire. Et c'est pourquoi nous sommes préoccupés par l'absence de certains membres de la communauté. Je pense qu'il est nécessaire que nous tous, y compris les autres agriculteurs, venions dire « pas en notre nom ». Ils ne sont pas là, alors que devons-nous croire? Que s'il s'agit d'un habitant de la ferme, tout va bien? Si la victime aurait été un agriculteur, ils seraient tous ici. Le procès se poursuivra le mois prochain avec une indignation croissante sur fond de tensions raciales. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a appelé à la retenue. Un an après les terribles inondations qui ont ravagé Derna, la ville côtière libyenne se remet lentement des dévastations. Face à la tempête Daniel, les barrages ont cédé, des milliers de personnes ont perdu la vie et d'innombrables familles ont été déplacées.
Aujourd'hui, alors que les habitants s'efforcent de reconstruire, un ingénieur nous révèle les avancées réalisées dans la restauration de la ville. Grâce à Dieu, nous avons réalisé plus de 60% des projets établis dans la ville, ce qui représente environ 800 appartements. Les efforts de reconstruction incluent la réhabilitation du pont Al-Shaba et de la mosquée voisine, ainsi que la construction de nouveaux logements pour les sinistrés. Les zones les plus touchées sont bien sûr prioritaires, avec des ressources déployées par les autorités rivales du pays. Cependant, les défis restent nombreux. Au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales de ces deux pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Plusieurs autres manquent à l'appel selon les autorités. Sur le plan matériel, des habitations ont été emportées par la force des eaux. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Rachid El Halfi, porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, a qualifié ce phénomène climatique d'exceptionnel et précisé que les efforts de secours se poursuivaient pour rétablir l'accès aux régions sinistrées. Une situation critique qui ravive les souvenirs du séisme meurtrier survenu il y a tout juste un an dans le royaume chérifien. En Algérie, des secours ont été déployés dans des provinces désertiques touchées par ces intempéries. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ont débuté en Jordanie après les élections législatives de mardi. La commission électorale indépendante a publié les premiers enseignements du scrutin. Il porte sur le taux de participation. Il atteignait les 32% après la fermeture des bureaux de vote. Alors qu'un peu plus de 5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, seuls 1 600 000 ont voté. Sur les 38 partis politiques enregistrés dans le royaume, 36 se sont présentés aux élections à travers 25 listes. L'opposition jordanienne a annoncé sa volonté de tirer son épingle du jeu lors de cette élection. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte dominé par les difficultés économiques dans le pays et la guerre entre le Hamas et Israël, ainsi que de troubles en Cisjordanie. Les résultats sont attendus dans les prochaines 48 heures, selon la promesse de la commission électorale. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une spirale de violence entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Alors que le conflit continue de semer morts et déplacements, une commission de l'ONU a dénoncé mardi de graves violations du droit international. Plus de 16 mois après, le conflit au Soudan continue d'échapper à tout contrôle. Les civils font les frais des hostilités entre les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les mouvements armés et milices alliés respectifs. Tout cela se déroule au mépris total du droit international. Les attaques indiscriminées et l'utilisation d'armes à large spectre dans des zones densément peuplées ont fait des milliers de victimes civiles, entraîné la destruction d'infrastructures vitales comme les écoles, les hôpitaux et les marchés, mais aussi beaucoup de sources de revenus. Avec plusieurs crimes de guerre documentés, les enquêteurs appellent à la création d'une force indépendante et à l'extension de l'embargo sur les armes à tout le pays. Les troubles politiques, la régression des droits des femmes et la liberté de la presse sont quelques-unes des préoccupations mondiales qui ont été évoquées ce lundi à l'occasion de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il y a ces hommes politiques relayés par certains médias qui font des migrants, des réfugiés et des minorités, des boucs émissaires, comme nous l'avons vu par exemple en période électorale en Autriche, en France, en Allemagne, en Hongrie,
au Royaume-Uni et aux États-Unis, pour n'en citer que quelques-uns. Ils capitalisent sur l'anxiété et le désespoir en dressant un groupe contre l'autre et ils cherchent à distraire et à diviser. L'histoire nous a montré que les paroles haineuses peuvent déclencher des actions haineuses. Le leadership politique fondé sur les droits de l'homme est un débat basé sur des preuves et l'antidote à tout cela. Lors de cette session, le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde contre le racisme, un fléau qui continue de sévir dans le monde. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée continue de sévir dans les sociétés soutenues par des structures de pouvoir bien établies, des intérêts particuliers, l'inertie des institutions et des stéréotypes néfastes souvent enracinés dans l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Malgré certains progrès, ceux-ci restent inégaux et insuffisants dans beaucoup trop d'États de toutes les régions. Durant 5 semaines, le Conseil examinera plus de 80 rapports et tiendra 20 débats interactifs traitant des droits de l'homme. C'était l'événement majeur de la course à la Maison-Blanche. Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat de la campagne. Il a eu lieu mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin du débat, Kamala Harris est allée galvaniser ses troupes. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes. Nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les 2 candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées du reste, avec parfois des allégations qui font débat. Je ne fais que dire la vérité, et si je perds de voix ou si j'en gagne, je m'en fiche, mais c'était mon meilleur débat. Je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'elle était très faible en matière de politique étrangère et sur les questions des frontières. Que pensez-vous des électeurs noirs? Je les aime et ils m'aiment aussi. Reste à savoir si les 2 prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a exprimé sa déception face à l'échec des pourparlers en vue d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Joseph Borrell s'est exprimé mardi lors d'une visite en Égypte. Nous avons apporté notre soutien total au ministre, à vous, à l'Égypte, au Qatar et aux États-Unis dans la recherche d'un accord de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui a été annoncé à maintes reprises. Nous y sommes presque, mais nous n'y sommes pas. Nous y sommes presque, mais nous n'y sommes pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui font la guerre n'ont aucun intérêt à y mettre fin. Alors ils font semblant. De moins en moins, ils font semblant parce que leur intransigeance s'accompagne d'une impunité totale et que leurs actes n'ont aucune conséquence. La semaine dernière, un responsable du Hamas a réitéré la position du groupe, à savoir qu'il ne prendrait en considération aucune proposition d'accord qui n'impliquerait pas un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza, et en particulier du corridor de Philadelphie, une zone clé le long de la frontière de Gaza avec l'Égypte.